Bon, ben, il va bien falloir en parler de cette comparaison. Pourquoi on choisirait plutôt un Nikon Z6 II à 2200 euros plutôt qu'un Canon R5 à 4500 euros ou un Sony Alpha One à 7300 euros? Ça n'a aucun sens de comparer ces trois boîtiers. Eh bien pourtant si, et je voudrais justement vous parler de cette comparaison. Alors on est entre nous, on va pas faire de chichi, hein, je vais pas vous mentir, je vais pas vous cacher des choses, je n'ai aucun intérêt commercial, ni avec une marque ni avec l'autre, j'achète mon matériel, on me le prête parfois pour que je puisse faire des essais, comme ça a été le cas pour le R5 et l'Alpha One tout dernièrement, et je vais profiter de cette chance inouïe, de ces prêts de matériel, pour essayer de vous montrer les différences qu'il existe entre ces boîtiers, et surtout à quel usage ils correspondent. Parce que c'est ça le plus important, c'est vraiment partir de vos besoins. Alors mon équipement en Nikon Z me pose problème, c'est le but de cette recherche, je voudrais la partager avec vous parce que vous êtes peut-être aussi dans le même cas. Vous pouvez aussi simplement vous poser la question du renouvellement de votre équipement ou simplement un premier achat. Et on va donc voir ensemble quelles sont les caractéristiques de ces boîtiers, pourquoi j'ose les comparer malgré des tarifs fort différents et comment ils vont pouvoir vous aider tous les jours dans votre travail si vous êtes professionnel ou simplement dans l'amour de la photo et de la vidéo si vous êtes amateur. Alors premièrement, pourquoi j'ai envie de changer mon équipement Nikon? J'ai un équipement assez pléthorique, vous voyez, il y a pas mal d'objectifs. J'ai fait l'effort assez dernièrement, hein. En décembre dernier, j'ai acheté un Z6 II ainsi qu'un 70-200 2.8Z. Et pourquoi je me pose la question de changer ce matériel? Alors vous le savez peut-être si vous me suivez déjà depuis quelques temps, et d'ailleurs je vous en remercie, je suis adepte de la photo de sport, d'action, je suis à la fois photographe et vidéaste et je suis moniteur guide freeride en montagne, et donc je me balade très souvent avec mon boîtier dans des endroits un petit peu escarpés, difficiles, et je photographie un certain nombre de sportifs qui me font le plaisir de m'accompagner. Dans ces conditions-là, il se trouve que l'AF des Nikon Z n'est pas capable d'avoir un suivi pertinent, en tout cas efficace et de façon continue. Je suis jamais certain que la mise au point se fera bien sur le sujet et il arrive régulièrement que je perde mes sujets. Vous pourrez le constater d'ailleurs dans de nombreuses vidéos qui sont présentes sur cette même chaîne où j'analyse par le détail ce fonctionnement. Je suis parti de ce constat, ces Nikon Z et ces objectifs Z ont des lacunes dans mon utilisation personnelle. J'ai donc pris la décision de contacter d'autres marques, Canon et Sony, qui m'ont répondu favorablement par des demandes de prêt pour essayer le matériel. Vous trouverez là aussi les tests complets sur la chaîne. Et on va essayer maintenant de décrypter un peu ces trois boîtiers, de les comparer, et oui, malgré des prix fort différents, et voir en quoi ils peuvent répondre à votre demande, à la mienne, et quelles sont les différences que l'on peut remarquer entre ces différents boîtiers. Alors première chose, on pourrait croire tout simplement que plus c'est cher et meilleur c'est. On va dire c'est simple, l'Alpha One 7300 euros est bien devant le Canon R5 à 4005 et qui lui-même est devant le Z6 II qui est à 2200 euros. Ça pourrait être vrai, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas en tout cas dans tous les domaines. Premier exemple, on va prendre quelque chose qui est à mon sens assez important, voire primordial dans certains cas, la dynamique de lumière. Qu'est-ce que j'entends par là ? La capacité de la caméra à absorber à la fois des très basses lumières, des très hautes lumières, sans bruiter les basses lumières et sans cramer les hautes lumières. Eh bien, ces trois boîtiers ne se comportent pas de la même façon. Deux sont assez proches. On a vraiment cette capacité, à la fois sur le Z6 II et sur l'Alpha One, à récupérer des hautes lumières qui seraient un petit peu trop surexposées. On peut ainsi récupérer 2, voire presque 3 diaphes de surexposition. Et comme je vous le voyais sur ces images, récupérer ainsi des hautes lumières qui seraient un petit peu trop blanches pour pouvoir les ramener dans une dynamique beaucoup plus acceptable. Le Canon R5 n'a pas cette capacité-là, en tout cas pas autant.
Entendons-nous une bonne fois pour toutes, quand je dis que un Canon R5 est un petit peu moins capable dans la récupération des hautes lumières que le Z6 ou l'Alpha One, ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas de belles photos et qu'on n'est pas capable de récupérer quand même une légère surexposition. Ça veut simplement dire qu'il le fait un peu moins que les deux autres. Donc voilà, un premier point, et vous voyez que déjà la hiérarchie, que l'on croyait bien établie et qui semblait être logique en fonction des prix de vente, en prend déjà un premier coup. Deuxième chose qui m'a aussi chagriné lorsque j'ai essayé le R5, c'est une colorimétrie un petit peu particulière. C'est un choix des ingénieurs que de favoriser très légèrement le magenta. Alors ça peut être extrêmement intéressant dans certains cas, je pense en particulier à ceux qui font beaucoup de portraits en studio. Les carnations sont absolument sublimes sur le R5, c'est vraiment très très agréable. Mais moi je fais beaucoup de photos d'extérieur et je suis 6 à 8 mois de l'année dans la neige. Et une neige rose, ça me gêne. Il ne s'agit pas de dire qu'un R5 rend les nuages dans le ciel rouge vif ou la neige coquelicot. Non. Je suis dans la nuance, dans la différenciation. Quand on compare du matériel d'aussi bonne qualité, on est toujours dans la nuance. Mais le fait est là qu'il y a une petite dominante magenta et qui n'est pas toujours simple à supprimer. Autre point qui me paraît également intéressant de soulever, c'est la vitesse. La vitesse, le nombre d'images par seconde que sont capables de produire ces boîtiers. On part de 14 images par seconde sur le Z6 à 20 images par seconde sur le R5 et jusqu'à 30 images par seconde sur l'Alpha One. Dans une utilisation courante, c'est beaucoup trop. Oui, mais il y a des situations où ça va très vite et où on a besoin d'un moteur extrêmement véloce. On a un autre point qui peut être également tout à fait critique, c'est la définition du capteur. On a 24 millions d'un côté, 45 millions de l'autre et 50, respectivement Z6 II, R5, Alpha One. Dans certains cas, une très grosse définition peut être un atout redoutable. Je pense entre autres à la chasse photo, quand on a des animaux qui sont assez loin, même si on a un 400, un 500, un 600 mm, il arrive que ça soit un petit peu court et on est très content de pouvoir recroper, retailler dans l'image. Et là, bien sûr, plus on a une haute définition et plus on a cette capacité à recadrer, à se rapprocher de son sujet. On n'a pas toujours la possibilité, encore moins en montagne, de se déplacer exactement comme on voudrait. Et on ne peut pas non plus emmener à 3000 ou 4000 mètres d'altitude X objectifs, surtout des objectifs très gros et très lourds. Donc la possibilité de cropper dans l'image, de se rapprocher de son sujet en post-traitement est vraiment extrêmement appréciable. Et là, il y a une différence. Les 24 millions de pixels du Z6 sont quand même beaucoup plus limites que les 45 ou les 50 millions du R5 ou de l'Alpha One. Je ne différencie pas 45 ou 50 millions, pour moi c'est du pareil au même, on a cette même capacité. Mais une très haute définition impose aussi un contre-coup, la montée en sensibilité. Et là, suivant votre utilisation, vous allez devoir trancher vers quelque chose qui soit extrêmement défini au niveau du capteur, du nombre de pixels du capteur, et une montée en ISO qui soit la meilleure possible. Et bien sûr, dans le cas qui nous intéresse, sur notre boîtier, eh bien oui, le Z6 à 2200 € fait mieux, et plutôt nettement mieux, que les deux autres boîtiers. Alors il y a quand même quelque chose qui est un peu particulier avec l'Alpha One, c'est contrairement aux deux autres boîtiers, la montée du bruit commence un petit peu plus tôt. Alors c'est très propre, très progressif, mais j'ai quand même vous montrer ça. Vous voyez là on est à 100 ISO à gauche, on va aller chercher un petit peu cette image-là, et on est à 640 ISO à droite. Bon, vous allez me dire 640 ISO, c'est quand même vraiment une sensibilité très basse. Mais vous voyez que déjà, l'image, j'allais dire se dégrade. Non, c'est quand même un bien grand mot. Mais vous voyez, par exemple, là, l'étiquette du drone sur l'arrière-plan, et même cette petite partie grisée du drone commence à faire apparaître du bruit. Et je vous répète, on est à 640 ISO. Et ça va monter très progressivement, mais de façon quand même notable, jusqu'à 25 000 ISO à peu près. Alors nous voilà donc à 1600 ISO, vous voyez que
l'image, si on la remet dans un format plus habituel, elle est quand même tout à fait acceptable, hein. Il ne faut pas non plus penser que l'Alpha One ne monte pas bien en sensibilité. C'est simplement que ce bruit apparaît très tôt. Il apparaît, en fait, les paliers commencent à partir de entre 3 et 400 ISO, et puis ça continue de monter. Donc là, on est à 1600. Voilà la même chose à 3002, et vous voyez que déjà à 3200 ISO, on a quand même une dégradation de l'image. Si on est très pointilleux, il va falloir commencer le post-traitement entre 1600 et 3002. Et là, je monte un petit peu plus haut en sensibilité, 6400 ISO, ce qui est maintenant, je dirais, une sensibilité courante pour ce qui est de nos appareils modernes. 6400, vous voyez, quand j'agrandis un petit peu l'image, enfin j'agrandis fortement, puisque là je suis à 124%, eh bien oui, là j'ai quand même une image qui se dégrade à la fois par l'apparition du bruit chromatique, mais aussi par une destruction un petit peu des détails. Quand on voit l'image à côté à gauche à 100 ISO, qui est parfaitement nette, vraiment avec des bords extrêmement ciselés, là on a vraiment des bords qui sont un petit peu plus flous et l'image se dégrade. Et je répète, on n'est qu'à 6400 ISO. Donc là, on va aller sur la dernière sensibilité que je voulais vous montrer, parce que pour moi c'est la dernière utilisable, 12800. Au-delà, c'est vraiment du sauvetage. 12800, là il faut commencer déjà à traiter l'image un petit peu plus fort. Et alors, bien sûr, il y a des logiciels, je vous en ai déjà parlé, de DxO, même Lightroom arrive quand même à le faire relativement bien, mais là, oui, il faut commencer à s'occuper un petit peu de l'image. Alors, si on compare par rapport au Nikon Z6 II, la montée en ISO est peut-être un petit peu plus propre, surtout sur les basses sensibilités. J'aurais cru que ça serait plutôt dans les très hautes sensibilités que le capteur de 24 millions aurait fait la différence par rapport à un capteur de 50 millions. Eh bien, c'est vraiment dans ces premières sensibilités qu'on voit une différence. Vous voyez, par exemple, là, on est à 100 ISO, donc à gauche avec le Z6 II, là, à 800 ISO. Je dirais que l'image, elle est identique. Il y a pratiquement aucune différence. C'est très très difficile de les discerner. Et contrairement à l'Alpha One. L'Alpha One, dès 300-400 ISO, et surtout à partir de 640, on a déjà une vraie différence. Là, on est à 124% également, et on n'a pas de différence entre du 100 et du 800 ISO. On va monter un petit peu en sensibilité. Voilà, là je suis à 1600 ISO. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, on était à 1600 ISO avec l'Alpha One, et là on avait déjà une image dégradée. 1600 ISO avec le Nikon Z6 II, ça passe, mais alors vraiment super bien. Il y a là encore pratiquement aucune différence avec le 100 ISO. Là j'ai vraiment les deux images agrandies à 124%, vous vous rendez compte, 1100 ISO à gauche, 1600 à droite. Pas facile de voir la différence. On la voit, mais elle est extrêmement ténue. Continuons de monter, 3200 ISO, et c'est là la très grande force de ce Nikon Z6 II, c'est qu'on a une montée en ISO qui est vraiment excellente. Il faut vraiment atteindre les 6400 ISO pour voir une dégradation de l'image, encore très légère, je vous le répète, on est agrandi à 124%. C'est quelque chose, si on le remet dans un format plus traditionnel, vous allez pouvoir absolument utiliser ces images sans aucun post-traitement, il n'y a aucun problème. 12800 ISO, on est là encore avec une image qui est légèrement dégradée, avec un petit peu de bruit qui se corrige d'ailleurs très bien, les détails sont préservés, on arrive dans les sensibilités 25600 qui sont presque encore acceptable sur le Z6. Je dirais qu'avec un tout petit peu de travail, on peut l'utiliser. Si on veut faire un parallèle entre l'Alpha One et le Z6, quand on est dans les très hautes sensibilités à partir de 25 000 et surtout 52 000 ISO, c'est pas très très bon ni l'un ni l'autre. 25 000 ISO, le Z6 est un peu meilleur, mais surtout, ce qui est à retenir, je pense, c'est qu'à partir de 12008 et surtout 6004, sur le Nikon, on a quelque chose qui est parfaitement utilisable, sans bruit et vraiment, ou très peu de bruit, et vraiment, ça fait une différence par rapport à l'Alpha One. Alors voici deux images du Canon R5, à gauche à 100 ISO, à droite à 800. Et on va dire que le Canon présente une particularité, c'est d'être un peu à mi-chemin entre les deux boîtiers précédents, c'est-à-dire le Z6 et l'Alpha One. Donc si on agrandit l'image, toujours pareil, notre zoom à 124%, on s'aperçoit que entre 100 ISO et 800 ISO, il y a, ma foi, assez peu de différence. C'est un tout petit peu plus marqué qu'avec le Z6,
mais c'est quand même vraiment à la marge. Allez, je continue ma montée en ISO, je suis maintenant à 1600 ISO par rapport aux 100 ISO de référence. Là aussi, c'est vraiment très bon, on a très peu de bruit, c'est un tout petit peu plus marqué qu'avec le Z6, je me répète, mais c'est à la marge, ça ne sera pas gênant dans des formats plus traditionnels d'édition. Là, vous voyez, on a quand même une image qui peut être utilisée tout à fait correctement, directement comme ça. 3200 ISO, là, on a une montée de bruit qui est très douce, très progressive, qui est assez harmonieuse, qui est peut-être un peu moins dégradée que l'Alpha One, enfin en tout cas je trouve au vu des images, un petit peu plus que le Z6 une fois de plus, mais qui est encore tout à fait acceptable à 3002 sans post-traitement particulier. Sur le R5, la bascule s'effectue plus aux alentours de 6400 ISO, où là on a quand même quelque chose qui commence à être un petit peu plus bruité, qui fait une vraie différence par rapport aux 100 ISO de référence, plutôt bien sûr que le Z6, plus tard que l'Alpha One, donc on est bien entre les deux, et cela correspond un petit peu à ce que je vous ai dit précédemment. Le 12008 est encore utilisable avec un tout petit peu de post-traitement, moins marqué que l'Alpha One là aussi. Ça reste pour moi une valeur encore utilisable directement, mais je préfère la plupart du temps faire un petit traitement. Par contre, la bascule à 25 000 est très nette, la dégradation également, et là aussi, je pense qu'à 25 000 ISO, seul le Z6 peut s'en sortir correctement si on est très exigeant au niveau de la qualité d'image. Je vous passe les 50 000 ISO, de toute façon, c'est pour moi des sensibilités de sauvetage qui ne sont pas dignes de boîtiers professionnels et que l'on ne peut pas utiliser dans un usage normal. Attention, j'entends d'ici ceux du fond de la classe qui commencent à remuer dans tous les sens. Quoi, l'Alpha One à 7300 €, bruit de plus? Ce sont là aussi des nuances, ce sont des comparaisons. On va juste dire que l'Alpha One, qui fait de très belles photos, y compris à haute sensibilité, est un petit peu moins bon que le R5, qui lui-même est moins bon que le Z6. Alors repartons, si vous le voulez bien, aussi de l'usage que vous voulez faire, de vos besoins, et en séparant aussi les deux modes, le mode photo du mode vidéo. Sur les modes photo, on a des caractéristiques qui sont assez semblables. Je vous ai parlé du nombre d'images par seconde. On a aussi la vitesse d'obturation qui, sur le Z6 II et le R5, s'arrête au 1/8 millième. Ça monte au 1/32 millième sur l'Alpha One. De me dire c'est à la marge, ça ne sert jamais. Oui et non. Moi j'aime bien les objectifs qui ont des grandes ouvertures et quand on est à l'extérieur en plein soleil, comme par exemple sur cette séquence de canoë-kayak, eh bien, il se trouve que à 2.8, à 200 mm, quand il y a une très grande luminosité comme c'était le cas ce jour-là, eh bien, à 8 millième, je n'arrive pas, même à 100 ISO, à avoir la possibilité de prendre des photos à pleine ouverture. Je suis surexposé. Alors parlons maintenant du module vidéo. Et là, on a quand même des différences un petit peu plus marquées. Le Nikon Z6 II n'a pas accès ni à la 8K, ni à la 4K 120 images par seconde. On doit se contenter de la 4K à 60 images par seconde récemment, d'ailleurs, depuis une mise à jour de 2 mois, et encore avec un crop. Alors pourquoi utiliser du 60 images par seconde, du 120 images par seconde? Pas seulement pour faire du ralenti dans une dominante sportive, eh bien 120 images par seconde va vous permettre non seulement de garder la même qualité 4K, mais également va vous permettre d'avoir un mouvement extrêmement fluidifié, très doux, smooth, comme disent les Américains. Et ça, c'est vraiment un atout important. Et là, je dois avouer que mon préféré, il faut bien que je fasse des choix à un moment ou à un autre, mon préféré, c'est le 120 images par seconde du R5, qui est, mais alors, superlatif. C'est vraiment d'une qualité folle. Et j'en reviens d'ailleurs tout de suite aussi au 4K HQ, le fameux 4K haute qualité du R5, qui est du même tonneau, qui est vraiment ce que j'ai vu de meilleur sur les caméras disponibles dans le grand public actuellement. Ça vous met vraiment une claque, c'est vraiment fabuleux. Là aussi, on est dans la nuance et le 4K du Z6 est très bon, le 4K de l'Alpha One est là aussi très bon. Mais il faut bien les départager et moi je préfère, j'annonce la couleur, je préfère le 4K HQ du R5. Si vous êtes intéressé par la 8K, qui est quand même
un épiphénomène pour l'instant, qui va devenir certainement plus important par la suite, eh bien la 8K, vous avez une 8K, la meilleure, là aussi, il faut bien choisir, la 8K, la meilleure, c'est celle du R5. Et là, c'est encore plus flagrant que sur le 4K 120. Alors bien sûr, ça ne va concerner qu'un petit nombre d'entre nous. La 8K, c'est quand même quelque chose. Juste petit rappel, vous trouverez le test bien détaillé, une fois de plus, que ce soit du R5 ou de l'Alpha One. Mais une carte 128 Go, déjà les cartes ne sont pas données. Les CF Express type A de Sony sont hors de prix. Les type B du Canon ne sont pas donnés non plus. Une 128 Go en 8K RAW, puisqu'on va en parler du RAW, en 8K RAW, c'est à peine plus de 5 minutes de tournage. Ça calme. Le 8K RAW, je vous ai dit qu'il produisait des très beaux fichiers, très lourds également, mais que ça subodore aussi quelque part qu'il y ait des processeurs internes qui soient extrêmement performants. Bien évidemment, ça induit aussi comme conséquence la chauffe de ces deux boîtiers. Alors les deux chauffent. Ne croyez pas que l'Alpha One ne chauffe pas. Simplement, l'Alpha One a une possibilité de dissipation de la chaleur qui est plus efficace, et donc on est très peu confronté à un problème de surchauffe. Donc oui, le R5 chauffe, c'est d'ailleurs noté par Canon. Personnellement, ça ne m'a aucunement gêné. Moi, quand je filme sur des séquences courtes. C'est des séquences de sport, ce sont des petites interviews, ce sont des présentations. Il est très rare, comme maintenant, aujourd'hui, où je laisse tourner l'appareil de façon un petit peu plus longue. Donc, dans mon utilisation, ça ne m'a pas gêné. Autre point qu'il faut quand même aborder et qui est très important au quotidien, c'est l'ergonomie. Et là, je dois avouer que mon préféré, et d'assez loin, c'est l'Alpha One. J'aime beaucoup les barillet qui me permettent d'avoir à la fois une visualisation très rapide, un très rapide coup d'œil, quelques dixièmes de seconde. Je sais si je suis en mode photo, en mode vidéo, je sais si je suis en correction d'expo de plus un tiers, moins un tiers. On peut régler très rapidement, très facilement, sans avoir besoin de recourir à l'écran arrière ou au viseur pour vérifier où on en est. Il y a aussi des boutons paramétrables en quantité, ce qui est également assez pratique. Le Z6 est un petit peu dans la même philosophie, mais va moins loin que l'Alpha One. Il a moins de possibilités d'avoir cette visualisation directe et rapide des fonctions que l'on a choisies. Le R5, c'est tout à fait l'inverse, on n'a pratiquement plus de barillet, on a beaucoup de boutons programmables. Alors ça exige un effort de mémorisation beaucoup plus important. Je pense que quand on a vraiment bien l'habitude de son boîtier, c'est aussi efficace, sauf dans le cas que j'évoquais juste précédemment, quand on doit saisir son boîtier et prendre au vol une action intéressante. Là, bien évidemment, on n'a pas la vérification immédiate visible comme sur l'Alpha One. D'ailleurs, quand on parle d'ergonomie, on parle aussi de volume de boîtier, de poids. Là, on est assez comparable sur les trois. Certains d'entre vous ont peut-être des grandes mains, moi c'est le cas. Parfois, on est un peu gêné d'avoir des boîtiers aussi petits. Personnellement, ça ne me pose pas de problème. Moi, je saisis le boîtier avec 3 doigts et ça me suffit largement. Un autre inconvénient de cette forme réduite, c'est que pour ceux qui travaillent avec le boîtier, quand on arrive chez un client et qu'on a un Alpha One à 7 300 €, qui est un formidable boîtier, et que le client a un A7 III d'il y a 3 ans qui ressemble énormément à son propre boîtier pro, il peut y avoir un petit malaise. Entendons-nous, je ne cherche pas à dire qu'il faut en mettre plein la vue à ses clients, qu'il faut absolument se démarquer totalement par boîtier énorme, non, c'est pas ça. Par contre, ce que je dis, c'est que certains peuvent être sensibles au fait qu'on arrive avec un matériel professionnel, élitiste, particulier, dont ils ne peuvent pas ou qu'ils ne veulent pas acheter, et que quand c'est pas tout à fait ça qui se passe, parce que le boîtier que l'on amène pour travailler ressemble à s'y méprendre au boîtier de la petite cousine qu'il a acheté il y a 3 ans, il peut y avoir des petites interrogations. J'arrête là cette problématique. Je vous laisse le soin d'y réfléchir et d'y penser. Sachez quand même que ça peut exister. Allez, dernier point, parce que je ne voudrais pas faire une vidéo trop longue. Dernier point que je voudrais évoquer avec vous dans cette comparaison, une fois de plus, un petit peu iconoclaste, bizarre, c'est la gamme optique.
On a deux marques qui ont fait le choix d'être exclusives dans leur utilisation d'objectifs, à savoir leurs propres objectifs, c'est Nikon et Canon. Alors Nikon et Canon, historiquement, ce sont deux formidables fabricants d'optique et les montures, que ce soit EF ou F pour Canon et Nikon, étaient pléthoriques. On trouvait absolument tout ce que l'on voulait à différents prix et à différentes qualités. Dans les hybrides, on est passé maintenant sur d'un côté la monture Z pour Nikon et la monture RF pour Canon. Et il faut bien avouer que pour l'instant, on a une petite partie des objectifs que l'on souhaiterait avoir, mais on est loin d'avoir ce que l'on avait avant sur les anciennes montures. Sony a joué dans un autre registre. C'est le fabricant qui m'a le plus étonné par sa capacité non seulement à prendre dans cette évolution, non pas le train en marche, mais le train en tête, puisqu'il a été le premier à croire à l'hybride et à se lancer avec bonheur et avec beaucoup de réussite dans les boîtiers hybrides. Mais il a également maintenant une gamme très importante d'objectifs dédiés. Et il a aussi eu l'intelligence d'ouvrir sa monture à des opticiens tiers. Je pense entre autres à Tamron et à Sigma, qui font des objectifs formidables, de très haute qualité, à des prix plutôt contenus, et ce qui permet de compléter en plus la gamme très importante native Sony. Voilà les amis, eh bien écoutez... on se rend compte, à travers cette petite discussion impromptue, à bâton rompu, qui, j'espère, ne part pas trop dans tous les sens. C'était juste pour vous donner un sentiment, un ressenti, après avoir eu la chance de pouvoir utiliser ces trois boîtiers de façon assez longue pour me faire une bonne idée. Voilà ce que l'on peut en dire. Et j'espère que vous allez pouvoir, de votre côté, avoir les idées un petit peu plus claires. Et peut-être que cela vous permettra de choisir votre prochain matériel. Allez, on met un terme à cette longue discussion émaillée de quelques exemples. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et de nouveaux tests. Ciao!